Salam alaikum. Donc nous allons continuer notre programme comme prévu après cette pause imposée pour des raisons logistiques. Donc nous reprenons tout de suite avec la séance suivante en passant au symposium des laboratoires pharmaciens que nous remercions pour leur confiance et leur participation itérative. Ils sont toujours avec nous. Nous les remercions pour leur soutien et leur présence aujourd'hui. Donc nous passons à un sujet très important de la consultation de routine. Donc nous recevons aujourd'hui Oustad Ouazzane Adil, urologue, qui va nous parler de l'hyperactivité vésicale. Merci Oustad, tfaddal marhaba. Merci, shukran. Alors, tout d'abord, je remercie les membres du bureau de l'association AMEL pour cette invitation et le laboratoire Pharma5 pour leur confiance et le choix du thème qui est très important, notamment en médecine générale. Alors, l'hyperactivité vésicale, on va essayer de faire un topo très pratique, centré sur la pratique du médecin généraliste, tout en gardant à l'esprit certains cas particuliers qu'il ne nous faudrait surtout pas méconnaître afin de les orienter vers le spécialiste et ne pas donc provoquer une perte de chance pour le patient. Alors tout d'abord, c'est quoi l'hyperactivité vésicale? La vraie définition, c'est principalement donc une urgenturie qui est donc souvent accompagnée d'une pollakiurie et d'une nicturie. On va voir par la suite la définition de chacun de ces termes, mais c'est quand même une définition assez simple qui reste clinique. Donc urgenturie, pollakiurie, nicturie, plus ou moins associé à une incontinence urinaire. Donc le fait qu'il y ait une incontinence n'est pas une obligation dans la définition de l'HAV. Bien évidemment, en premier lieu, souvent on pense à l'infection urinaire et il faudrait également éliminer les autres pathologies qui peuvent causer une hyperactivité vésicale. Alors, c'est quoi l'urgenturie? C'est quoi l'incontinence par urgenturie? Donc, l'incontinence, c'est donc l'impossibilité de retenir les urines lors d'un besoin urgent. Donc, elle est souvent associée à une pollakiurie. La physiopathologie de l'incontinence par hyperactivité, la cause, c'est l'hyperactivité vésicale. Donc, l'hyperactivité vésicale est l'une des causes de l'incontinence urinaire. Mais la présence d'une incontinence urinaire n'est pas obligatoire pour définir une hyperactivité vésicale. Alors maintenant, revenons à la définition des termes qu'on a cités au début. Urgenturie, en fait, c'est un besoin qui n'est pas physiologique. C'est un besoin qui est soudain et qui est surtout difficile à différer pour le patient. Donc, ça peut éventuellement occasionner une fuite si ce besoin est vraiment très important et difficile à réprimer par le patient. Mais donc, fuite ou pas, c'est le caractère soudain, donc brutal, difficile à différer dans le temps. Ensuite, cette urgenturie se traduit ou s'accompagne souvent par une pollakiurie, qui est donc une miction fréquente, qui reste des mictions de faible quantité par rapport à une vraie polyurie, qui peut être diurne ou nocturne. Donc, le nombre de mictions, c'est à titre indicatif, plus de 8 mictions par jour, mais si le patient vous dit qu'il urine souvent, ou plus que d'habitude, ça suffit pour porter le diagnostic. La nicturie est donc la présence d'un besoin qui réveille le patient pendant son sommeil. Pareil, à différencier d'une polyurie nocturne, et on va voir qu'il existe un test très simple que vous pouvez faire pour différencier la polyurie de la pollakiurie. Et donc, plus supérieur à un réveil nocturne. Souvent, on peut considérer qu'un seul réveil nocturne peut rester physiologique. En termes d'épidémiologie, c'est quand même une pathologie très fréquente. Je pense que vous l'avez tous constaté dans votre pratique au cabinet, en médecine de ville. Cette prévalence varie bien sûr en fonction de l'âge. Donc c'est environ 3% à 40 ans. Donc, vous voyez, les sujets jeunes ne sont pas épargnés. Et cette fréquence ou cette prévalence va augmenter avec l'âge pour atteindre des chiffres de l'ordre de 42% après 75 ans. Et c'est une pathologie qui impacte la vie sociale, le sommeil, et qui peut entraîner donc des troubles dépressifs. Un petit mot sur le mécanisme physiopathologique qui va nous aider à comprendre à la fois les mécanismes et
les traitements pharmacologiques qu'on peut proposer. Donc, vous voyez que la vessie en rouge, représentée en rouge, exprès parce qu'il y a beaucoup de muscles dans la vessie. Donc, dans la paroi vésicale elle-même, le muscle lisse s'appelle le détrusor. Et au niveau du col, et juste après le col vésical, il y a le sphincter strié, qui est également un muscle. Donc, au niveau de la vessie, il y a deux types de récepteurs. Il y a le système parasympathique, et donc médié par l'acétylcholine, mais il y a également le système sympathique médié par les récepteurs bêta. Alors, les centres de commande au niveau médulaire, il y a un centre qui est sacré, S2, S4, mais il y a également un deuxième centre, thoracolombaire, ou lombaire principalement, avec bien évidemment des afférences et efférences au niveau cortical supérieur et au niveau sous-cortical. C'est ce qui permet à la personne d'avoir une certaine volonté dans le contrôle du déroulement des mictions. Un petit mot sur les récepteurs que nous avons au niveau de la vessie. Donc l'acétylcholine, donc le système parasympathique, c'est ce qui va entraîner la contraction du muscle détrusor. Par contre, la stimulation des récepteurs bêta, donc du système sympathique, va provoquer la relaxation. Et ça aussi, il en découle une conséquence thérapeutique. La physiologie d'un cycle mictionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant la phase dite de remplissage, donc entre deux mictions, le volume va augmenter progressivement au fur et à mesure que les urines sont sécrétées par les deux reins. Et en fait, le besoin commence à se faire sentir, mais ce besoin, dit physiologique, est un besoin qui est progressif dans le temps et qui peut être différable. D'accord ? Donc il peut devenir pressant, mais vraiment quand la vessie est très pleine, mais ça reste un besoin qui n'est pas urgent, soudain, difficile à réprimer, comme celui de l'urgenturie. Et cela s'explique par une capacité de relaxation. En fait, la vessie se laisse remplir à basse pression. Il n'y a pas de contraction durant la phase de remplissage. Donc les contractions du détrusor durant la phase de remplissage expliquent en d'autres termes l'hyperactivité vésicale. Voilà un cycle mictionnel anormal au cours d'une HAV, donc hyperactivité vésicale. Vous voyez que durant la phase de remplissage, nous avons ce besoin, urgency, représenté ici en rose, en fuchsia, et qui est un besoin urgent qui est traduit par une contraction brutale du détrusor durant la phase de remplissage. Donc l'urgenturie est un symptôme de la phase de remplissage. Alors le diagnostic, c'est principalement clinique. Dès que vous notez le motif de consultation sur le dossier, vous avez déjà pratiquement un diagnostic. Alors, il existe le test dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est très simple, qui permet vraiment d'avoir une idée assez précise sur ce qui se passe, d'écarter certains diagnostics différentiels dans des habitudes en termes de boissons, d'apport hydrique, etc., et pouvoir détecter des polyuries, etc., c'est de faire ce qu'on appelle le calendrier mictionnel, que vous pouvez télécharger. Le lien est dans la partie inférieure de la diapositive. Et donc ce catalogue mictionnel est un test qui est simple, mais qui est extrêmement informatif. Donc moi, je l'imprime souvent, je le donne aux patientes, et je leur demande de le remplir sur 2-3 jours, sans rien changer à leurs habitudes. Et donc, elles vont noter principalement l'heure et la quantité. Et s'il y a des fuites, c'est noté au niveau de la 3e colonne. Et les remarques particulières, est-ce qu'il y a eu du sang, est-ce que la miction était douloureuse, etc. Tout est expliqué dans la première page, à la façon dont le catalogue doit être rempli. Et vous allez voir, en additionnant les chiffres de miction, de diurèse, vous allez avoir le total qui est de la diurèse sur 24 heures. Et cela vous permet d'avoir déjà une idée sur la présence d'une polyurie, qui peut être aussi une polyurie nocturne, qui peut être associée à certaines pathologies, comme le syndrome d'apnée du sommeil. Voilà. Donc on a dit le diagnostic, c'est principalement la clinique, l'interrogatoire, pour bien préciser les symptômes, voir s'il y a des fuites associées ou pas, s'il y a d'autres symptômes associés qui peuvent orienter vers une cause éventuelle à cette hyperactivité vésicale, notamment quand il y a des brûlures mictionnelles,
évidentes ou des douleurs, vous pouvez être orienté d'emblée vers une cystite, tout simplement, parce qu'elle peut donner vraiment un équivalent de... Enfin, elle se traduit aussi par une hyperactivité vésicale réactionnelle. On s'intéresse aussi aux autres sphères, on recherche un prolapsus, on recherche un contexte neurologique. Le plus souvent, c'est un diabète qui est très évolué, qui peut s'accompagner d'une hyperactivité vésicale ou une maladie de Parkinson ou une sclérose en plaques. Les exemples sont multiples. Un examen cutané et digestif. Les troubles digestifs associés peuvent aussi orienter vers un problème neurologique, notamment de la queue de cheval. Alors la paraclinique, en première intention, je dirais qu'il y a 2 examens toujours à faire, en plus éventuellement du catalogue mictionnel, c'est le CBU et l'échographie. Le CBU, non seulement il vous permet de voir s'il y a une infection, vous la traitez, ça permet de faire disparaître le problème, mais aussi des fois on regarde s'il n'y a pas une hématurie, par exemple, microscopique associée qui peut orienter vers d'autres pathologies, notamment quand il y a un tabagisme important ou une notion d'exposition à des carcinogènes. Recherche d'un diabète qui serait méconnu, ça c'est, vous le faites régulièrement. Ensuite, il y a des examens un peu plus spécialisés, comme la cystoscopie ou le bilan urodynamique. Ça reste vraiment au cas par cas. Ce n'est pas des examens qu'on fait systématiquement. C'est orienté, bien sûr, par la clinique et le contexte du patient. Alors, il existe quelques outils d'évaluation pour évaluer la sévérité de l'hyperactivité vésicale. Donc, il y a des échelles qui ont été développées. Donc, c'est principalement dans des buts de publication. Il y a 2 échelles principalement que je vais vous détailler par la suite, juste pour vous donner une idée. Et alors, concernant la quantification des fuites, quand il y en a, on a pris l'habitude de les quantifier par le nombre de garnitures, le nombre de protections que les patientes sont obligées de changer par jour, enfin la journée comme la nuit. Alors, vous voyez, la première échelle, c'est 3 grades, en fait, dans l'hyperactivité vésicale. Donc, le patient vous dit que je suis généralement dans l'incapacité de me retenir d'uriner. Donc là, c'est typiquement l'hyperactivité associée à des fuites. 2, c'est généralement le patient est capable de se retenir jusqu'à ce qu'il puisse atteindre les toilettes, mais il doit y aller immédiatement. Et puis, le 3, c'est que le patient est généralement capable d'attendre, d'avoir fini ce qu'il est en train d'entreprendre avant de pouvoir aller aux toilettes. Donc il y a des degrés, évidemment, dans l'hyperactivité vésicale ou dans le caractère urgent du besoin mictionnel. Il y a une 2e échelle, mais bon, globalement, ce n'est pas des choses qu'on fait en routine, c'est juste pour vous donner une idée du caractère hétérogène de ce trouble qui se traduit aussi par une répercussion hétérogène. Tous les patients ne vont pas avoir la même gêne, ça dépend à la fois de l'importance du trouble et de l'importance et de leur vie sociale et professionnelle. Ils peuvent être plus ou moins impactés par ce symptôme. Alors ça, j'en ai parlé juste avant. Quand il y a des fuites dans un contexte d'hyperactivité vésicale, on les quantifie souvent par le nombre de garnitures par jour. Et il existe aussi un test de pesée des fuites. Ça s'appelle le PAD test. PAD en anglais, c'est la couche. Et donc, on va quantifier en grammes les fuites urinaires. Ça permet éventuellement, quand on est dans des indications chirurgicales, etc., de savoir si c'est une bonne indication de bandelette urinaire ou plutôt de sphincter artificiel, etc. Alors, comme je l'ai dit au départ, le bilan urodynamique, il n'est pas recommandé en première intention. Un bon catalogue mictionnel avec une bonne évaluation clinique vous donne déjà beaucoup d'informations. Souvent, on le demande après échec d'un premier traitement médicamenteux ou alors quand on est orienté vers une cause un peu complexe dans un contexte neurologique et qu'on sait qu'on va devoir faire des traitements qui vont modifier la fonction vésico-sphinctérienne. Donc on doit rechercher s'il n'y a pas un obstacle à minima, etc., avant de poser une bandelette, par exemple. Alors juste une petite nuance, le terme hyperactivité vésicale est un terme clinique. Il y a un autre terme pour désigner une hyperactivité qu'on voit sur le bilan urodynamique. Donc, je vous rappelle que le bilan urodynamique consiste à capter la pression en intravésicale pendant un remplissage de la vessie au sérum physiologique avec un débit faible et constant. Donc, quand il y a des contractions qui apparaissent de plus de 30 cm d'eau durant la phase de remplissage, ça définit une contraction, on appelle ça une contraction vésicale désinhibée, et cela se traduit donc, enfin, la définition, c'est une hyperactivité détrusorienne.
Donc la petite nuance, hyperactivité détrusorienne est un terme urodynamique et hyperactivité vésicale est un terme clinique. Alors dans cette diapo, ça résume globalement les étiologies possibles d'une hyperactivité vésicale. Donc tout l'intérêt de l'évaluation clinique et éventuellement des examens que nous allons faire, c'est de pouvoir bien évidemment évaluer l'importance, mais surtout rechercher une cause qu'on doit traiter spécifiquement, sachant qu'il y a des hyperactivités vésicales qu'on va pouvoir classer comme idiopathiques. Donc pas de cause retrouvée. Donc ceux-là, on va les traiter de manière symptomatique. Mais dans les autres cas, il faut rechercher une cause à traiter spécifiquement pour ne pas qu'il y ait de perte de chance, un retard diagnostique par exemple sur un carcinome ou une maladie qui doit être prise en charge précocement. Donc nous avons globalement les causes loco-régionales, notamment les infections. Ça, c'est la première chose qui vient à l'esprit. Donc toujours un ECBU doit rester systématique. Il y a évidemment une cause irritative locale. Un calcul de vessie peut provoquer une hyperactivité vésicale. L'obstruction sous-vésicale, une tumeur de vessie, présence d'un corps étranger, ça c'est évident, une sonde vésicale. Alors il y a une particularité, c'est celle de l'homme après 50 ans, après 60 ans. Dans le cadre d'un adénome de prostate, vous allez aussi pouvoir avoir des symptômes qui sont la polachurie, l'urgence mictionnelle, qui peuvent rentrer dans le cadre de l'adénome prostatique. Alors ce n'est pas toujours évident de dire est-ce que cette HAV rentre dans le cadre d'un adénome prostatique ou est-ce que c'est une HAV pure. Souvent ce n'est pas facile. Il faut faire des examens, évaluer le volume prostatique. Ce n'est pas parce qu'il y a une prostate augmentée de taille que c'est l'adénome qui est responsable de l'HAV, mais ça rend les choses plus probables. Et dans ces cas-là, souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on fait des tests thérapeutiques. Donc on traite l'adénome, par exemple par alpha-bloquant, en première intention. Et si ça répond à la fois sur les symptômes obstructifs éventuels et irritatifs, on conclut qu'a posteriori, l'adénome était responsable de ces symptômes. Mais en tout cas, pour vous dire, chez les hommes, à partir d'un certain âge, ce n'est pas toujours évident de exclure, si vous voulez, la responsabilité de l'adénome prostatique. Et ce n'est pas non plus facile dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours évident de dire oui, c'est l'adénome qui provoque les symptômes. D'ailleurs, la preuve, c'est que des fois, on les traite par alpha-bloquant et ils vous disent toujours on se réveille autant la nuit, on court toujours autant la journée aux toilettes. Ce n'est pas toujours facile de faire la part des choses. Ensuite, il y a les causes neurologiques. Je dirais que le plus répandu dans notre contexte serait probablement le diabète déséquilibré avec des atteintes de la neuropathie diabétique, la sclérose en plaques, sachant que dans un cas sur 10, probablement, ça peut être le mode d'entrée dans une sclérose en plaques. Donc, il faut bien surveiller ces patients, notamment quand ils sont jeunes. Ça peut être une HAV dans le cadre d'un AVC, c'est très fréquent, une maladie de Parkinson, une lésion médulaire. Ensuite, il y a les causes psychologiques, donc souvent c'est des contextes psychologiques très particuliers. Donc quand on a éliminé toutes ces causes-là, on tombe dans le cadre d'une HAV idiopathique qu'on va pouvoir traiter de façon symptomatique ou spécifique. Alors, quelques exemples sur des hyperactivités vésicales avec cause urologique par exemple, ou cause loco-régionale. Quand on a un doute de toute façon, quand il y a un contexte, par exemple la présence d'une hématurie, un tabagisme important, etc., donc même si l'échographie est normale, on n'hésite pas à faire une cystoscopie, éventuellement une cytologie urinaire. Vous voyez ici dans cet exemple, il existe un polype de vessie, une tumeur de vessie qui va donner exactement les symptômes d'une HAV. Un autre cas, ça c'est un cas très récent, c'est une dame que j'ai vue il y a 2 jours, elle a 82 ans. Elle a comme antécédent notable une bandelette posée pour une incontinence il y a plusieurs années. Donc elle se plaint pour une HAV, mais en plus donc, de l'urgenturie et de la polachurie, elle a des douleurs vésicales et des brûlures. Donc ça doit vous alerter. Quand il y a des douleurs et des brûlures associées, ce n'est pas forcément une HAV idiopathique. En tout cas, il faut s'attarder à vérifier s'il n'y a pas une cause. Donc le CBU de cette dame était stérile. J'ai retrouvé quand même des traces de sang. Et à l'échographie, pas évident parce qu'elle a du mal à remplir sa vessie. Comme elle a une hyperactivité, on lui demande de boire, de patienter au salle d'attente. Elle ne peut pas se retenir jusqu'à ce que la vessie soit pleine. Donc l'échographie est faite dans des conditions un petit peu limitées. J'avais quand même une image
hyperéchogène au niveau du col vésical, mais pas beaucoup mobile. Donc, je n'étais pas forcément orienté vers un calcul de vessie, une lithiase vésicale. Bon, ce n'est pas très fréquent chez la femme, mais en tout cas, l'examen qu'il fallait demander chez cette dame, c'est quoi d'après vous? Exactement. Et voilà l'image cystoscopique. Donc, elle a effectivement une image de lithiase ou de calcification, mais accrochée au col vésical, qui n'est pas mobile. Et donc, chez cette dame, je ne l'ai pas encore opérée, j'ai évoqué une érosion de la bandelette qu'elle avait eue auparavant, qui a dû s'exposer au niveau de la lumière de la vessie et sur laquelle s'est formé le calcul. À chaque fois qu'il y a un corps étranger dans la vessie, il y a les calculs qui se forment dessus. C'est pour ça que durant la chirurgie des voies urinaires, on utilise toujours des fils résorbables. Dès qu'on utilise un fil qui reste en place, un fil au contact de l'urine, calcification assurée. Donc chez cette dame, on aurait pu la traiter pendant longtemps avec les traitements médicaux qu'on va voir. Jamais ça va rentrer dans l'ordre. Et donc on va d'abord traiter, bien sûr je l'ai mis sous traitement plus à but de confort, mais on va s'occuper de son problème étiologique. Un petit mot sur une étiologie qui n'était pas citée dans la diapo d'avant pour attirer votre attention sur le syndrome métabolique qui donne beaucoup de problèmes que vous connaissez en médecine générale, en cardiologie, en diabétologie, etc. Mais il est aussi responsable d'une hyperactivité vésicale par des mécanismes qui ne sont pas tout à fait élucidés, mais il existe une corrélation très importante entre l'obésité et la présence de troubles vésico-sphinctériens, HAV et aussi incontinence urinaire d'effort. Vous allez pouvoir voir des patientes jeunes, obèses, qui peuvent se plaindre d'incontinence urinaire ou d'hyperactivité vésicale. Donc, après avoir fait un bilan à minima, leur demander de perdre du poids pourrait aussi leur faire du bien. Alors maintenant, si on doit parler de la prise en charge, alors la première chose, c'est les règles hygiéno-diététiques. On n'en a pas parlé au début, dans les mécanismes physiopathologiques, mais il existe des substances, bien sûr, qui accentuent le phénomène. Soit ils vont être responsables chez les gros buveurs de thé, de café, par exemple, ou alors ça va au moins accentuer le phénomène. Donc, il faut limiter en tout cas les excitants ou les irritants de la vessie, donc la caféine, l'alcool, dans le thé, c'est assez important aussi. On leur demande de manger plus de fibres parce que les troubles digestifs favorisent le problème, donc il faut manger plus de fibres pour éviter la constipation. Maîtrise du poids, on en a parlé. Rester actif, donc la sédentarité n'est pas une bonne idée chez quelqu'un qui se plaint d'une HAV. Stopper le tabac ou réduire fortement et avoir des mictions un petit peu contrôlées. On leur demande d'uriner toutes les 3 ou 4 heures la journée et évidemment avant d'aller se coucher la nuit et répartir les apports hydriques. La kinésithérapie, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas uniquement une prise en charge pour l'incontinence urinaire d'effort, mais c'est aussi pour l'hyperactivité vésicale via des méthodes spécifiques. Je pense que tous les kinés ne maîtrisent pas bien le sujet, mais il faut le savoir. On peut proposer de la kiné, donc c'est à la fois une rééducation manuelle intravaginale, il y a de l'électrostimulation, des exercices du plancher pelvien avec du biofeedback. Et la prise en charge cognitivo-comportementale, ça c'est des choses qu'on peut transmettre tout simplement aux patients. Ce n'est pas obligé d'aller chez un psychothérapeute pour faire ce genre de choses. Donc vous voyez, c'est des techniques qui sont très simples, basées sur de la relaxation, du conditionnement mental. Et on demande aux patients d'essayer de différer le besoin d'uriner, en tout cas de supprimer la part émotionnelle liée à ce besoin. C'est-à-dire, on leur dit d'essayer de se concentrer sur leur respiration, d'essayer de compter de 1 à 100, par exemple, quand ils ont un besoin. Et en fait, quand ils arrivent à lutter contre le besoin, ils arrivent à surmonter le besoin et puis ça diffère en fait l'envie. Alors, les mesures hygiéno-diététiques, la kiné et la thérapie comportementale ne règlent pas tous les problèmes. Et bien évidemment, le plus souvent, nous avons recours aux traitements médicamenteux. Alors, les traitements médicamenteux,
bien sûr, vous allez les prescrire dans l'HAV idiopathique, mais aussi, quand vous avez une HAV qui rentre dans le cadre d'une autre pathologie, c'est aussi le traitement. Un exemple, une patiente qui a une cystite carabinée, vous l'avez traitée par antibiotique, en attendant que l'antibiotique fasse effet, elle vous dit qu'elle va aller pisser toutes les 10 minutes, et bien, pendant une semaine, vous pouvez la mettre sous anticholinergique. Donc, effectivement, on avait parlé des récepteurs détrusoriens. Il y a deux types. Donc, ceux qui sont ciblés le plus souvent, c'est les récepteurs muscariniques, donc d'acétylcholine. Il y en a plusieurs, de 1 à 5. Donc, le médicament va bloquer le récepteur muscarinique, donc va bloquer l'action de l'acétylcholine, surtout durant la phase de remplissage, donc sans bloquer la contraction détrusorienne durant une vraie miction. Donc, normalement, avec des doses faibles et des récepteurs assez ciblés, ces médicaments sont peu disuriants. Alors, il existe plusieurs molécules. Je les ai classées plus ou moins dans l'ordre d'ancienneté. Le plus connu, c'est l'oxybutinine. Donc, au Maroc, c'est Ditropan et l'Urostat. Première remarque, c'est que c'est des médicaments, c'est une molécule très ancienne. Elle a une durée de vie, une demi-vie, très courte. Donc, c'est 3 à 4 prises par 24 heures. Et elle donne beaucoup d'effets secondaires, notamment la sécheresse buccale et la constipation. Ensuite, il y a eu le Céris, qui n'a jamais été disponible, je crois, au Maroc. Pareil, c'est un médicament qui est très altéré par la prise concomitante d'aliments. Il faut prendre 2 comprimés en une seule prise, mais à 2 heures à distance des repas, etc. Donc c'est assez contraignant. Ça marche un peu plus que l'oxybutinine. Mais les molécules, je dirais, les plus utilisées aujourd'hui, c'est principalement la solifénacine, donc le VK ou le Solficare, et le Toviaz, qui n'est pas disponible au Maroc, du laboratoire Pfizer. Donc, principal avantage, meilleure tolérance, moins de passage de la barrière hématoencéphalique, donc mieux toléré notamment chez les sujets âgés, et moins d'effets secondaires périphériques, notamment la sécheresse buccale, grâce à une meilleure sélectivité. Alors, comme je l'ai cité en préambule, les effets secondaires les plus fréquents, c'est la sécheresse buccale, voire conjonctivale, et la constipation. On prévient les patients souvent, mais ça reste généralement gérable. Il y en a qui s'en plaignent même pas. Après, c'est une question de balance bénéfice, effet secondaire. Donc souvent, ils sont tellement gênés par l'hyperactivité vésicale qu'ils arrivent à supporter la petite sécheresse buccale si l'effet est positif. Alors les contre-indications, il n'y en a pas beaucoup. 2 contre-indications absolues. La myasthénie, ce n'est pas quelque chose qui est fréquent, et le glaucome, mais pas n'importe lequel, à angle fermé. Donc le glaucome chronique à angle ouvert n'est pas une contre-indication. Donc évidemment, les doses, on démarre souvent à petite dose, notamment pour la solifénacine, le VK. Il existe 2 présentations, le 5 et le 10 mg. En première intention, on donne souvent le 5 mg, et dans la très grande majorité des cas, ça suffit. Et c'est une seule prise, souvent on le donne le soir, exactement. Alors, si après 2-3 jours, le patient vous dit qu'il ne ressent pas le bénéfice, c'est normal, il faut le rassurer. L'efficacité est maximale après quelques semaines de traitement. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on doit réévaluer au bout de 2-3 jours de traitement. Ça peut prendre un peu plus de temps. Cela aussi dépend de l'ancienneté du trouble. Un petit tableau sur des chiffres issus de publications de ces différentes molécules. Vous voyez principalement la dernière colonne, le taux d'abondant lié aux effets secondaires. Donc le fait que des effets secondaires soient présents, c'est une chose, mais le fait qu'il y ait un arrêt du traitement du fait des effets secondaires, cela renseigne sur l'importance des effets secondaires. Donc l'oxybutinine, 24%. Donc un patient sur 4 va arrêter le traitement à cause de la xérostomie et de la constipation. Par contre, avec la solifénacine, le taux est de 4,8%, même pas 5%, et ça reste un taux comparable au placebo. Donc, globalement, c'est des molécules qui sont très bien tolérées. Un petit mot sur une nouvelle classe thérapeutique qui est disponible au Maroc depuis quelques semaines, maximum quelques mois, qui est un agoniste bêta-2 adrénergique. Donc, ce n'est pas le système parasympathique, mais c'est le système sympathique.
Le principe actif, c'est le Mirabegron, et donc le nom commercial, c'est le Betmiga. Donc il est disponible, c'est le laboratoire Astellas. Donc il a l'AMM, mais il n'a pas le remboursement, même en France. Pourquoi? Parce que, a priori, le SMR est jugé insuffisant. Le service médical rendu est jugé insuffisant. Donc il y a une diminution significative d'après les tests statistiques de la pollakiurie de l'incontinence, mais cette diminution des troubles est jugée modérée. Alors les effets secondaires possibles, c'est des infections urinaires, tachycardie, nausées. Donc vous voyez, c'est 50 mg la dose classique, c'est demi-dose chez le patient qui a une insuffisance rénale chronique modérée. Alors, juste une petite comparaison du mécanisme d'action entre les parasympatholytiques et les sympathomimétiques. Donc à gauche, vous voyez les antimuscariniques qui vont se fixer sur le récepteur d'acétylcholine et qui vont bloquer l'action du neurotransmetteur. Par contre, à droite, c'est un effet agoniste. Donc le fait de stimuler, grâce au Betmiga, le récepteur bêta-droit adrénergique va entraîner une relaxation. Donc vous voyez, d'un côté, on bloque la contraction et d'un autre côté, on provoque la relaxation. Alors, les indications du Betmiga, je dirais aujourd'hui, pas en première intention, en deuxième intention, chez des patients qui seraient réfractaires aux anticholinergiques que nous avons déjà cités. Ça va? Alors, on a fini sur la partie traitement médicamenteux. Je vais juste vous évoquer deux, trois messages rapides sur les traitements en cas de résistance au traitement médical. Donc, les autres traitements, c'est principalement l'injection toxine botulique, donc le Botox, et la neuromodulation sacrée. Alors, le Botox, je vais passer rapidement. Donc, il agit principalement en bloquant l'exostose, donc la libération de l'acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire, en injection locale. Donc, on l'injecte durant une cystoscopie avec une aiguille spéciale, et l'effet est de l'ordre, enfin, ça dure en moyenne 6 mois. Donc, c'est quelque chose qui doit être renouvelé. Ça fonctionne et l'effet est dose dépendant, mais on ne commence pas d'emblée avec des doses importantes de Botox parce qu'on peut provoquer, par contre, la rétention et donc la nécessité que les gens s'autosondent en attendant que l'effet du Botox se lève. Donc, voilà pour le Botox. Et l'autre modalité, c'est la neuromodulation sacrée qui marche très très bien, à la fois pour l'hyperactivité vésicale plus ou moins incontinence, surtout celle qui, au départ, ça a été développée pour les troubles en rapport avec des pathologies neurologiques, notamment la sclérose en plaques, puis ça a été étendu, les AMM. Maintenant, on a le droit de le proposer sur une HAV idiopathique. Ça fonctionne aussi pour les troubles anaux. L'incontinence anale aussi peut être traitée par la neuromodulation sacrée, donc l'objectif étant de moduler l'innervation des racines S3 principalement, et ça donne un effet spectaculaire. Par contre, les patients se retrouvent donc avec un petit pacemaker implanté au niveau de la fesse. Voilà, donc le geste ça se fait en décubitus ventral. On fait d'abord une première phase test, on implante l'électrode, on n'implante pas le boîtier. Donc le boîtier, on le garde en externe, on laisse le patient partir avec pendant 2 semaines, et si le test est concluant sur les symptômes, on implante à ce moment-là le petit boîtier. Alors, dernière solution, voilà, ça c'est juste pour vous montrer sur une radio ce que ça donne. Donc on a sur la radio de gauche de profil, on voit l'électrode qui doit traverser la table interne du sacrum au niveau du 3e trou sacré, avec à droite la présence du neuromodulateur. Donc, il est commandé par une télécommande et c'est la boîte Medtronic qui développe ce dispositif. Un dispositif intermédiaire, avant la neuromodulation sacrée, c'est la stimulation du nerf tibial qui est aussi développée dans d'autres pathologies et qui peut être fait par les patients eux-mêmes à domicile. Souvent, on leur propose de faire ça durant 3 mois. Je crois que Locamed, ils ont une marque de TENS qui est proposée. Donc ça, c'est une des solutions chez les patients réfractaires aux médicaments. Alors, le mécanisme d'action est un petit peu complexe, mais le but, c'est de stimuler électriquement et à faible intensité le nerf tibial, et ses afférences vont aller moduler, si vous voulez, les réactions des centres médulaires. Alors, en conclusion, pour rester dans les temps, j'espère, donc l'HAV est une pathologie fonctionnelle d'abord, qui est très fréquente,
qui altèrent la qualité de vie des patients. C'est quelque chose qui est vraiment très difficile à vivre, surtout quand c'est important. Donc notre démarche va d'abord consister à rechercher une cause qu'on doit traiter de façon très spécifique, et puis on évalue l'importance du trouble pour pouvoir répondre selon l'importance du trouble. On répond avec une thérapeutique adaptée. On n'oublie pas bien sûr la prise en charge non médicamenteuse, elle doit toujours faire partie de la prise en charge, donc les conseils dont on a parlé concernant l'éviction de certains aliments, de certaines boissons. Et évidemment la prise en charge médicamenteuse, donc c'est principalement les anticholinergiques, donc c'est la base du traitement. Et dans les formes réfractaires, donc on peut à ce moment-là penser au mirabegron, donc au bêta-3 adrénergique, et aux autres options qu'on a évoquées maintenant, donc la stimulation du nerf tibial, le botox et la neuromodulation sacrée. Je vous remercie.